Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Simone Ehiveh Gbagbo est candidate à l'élection présidentielle de 2025. Investie par son parti politique, le MGC, le Mouvement des Générations Capables, elle dit vouloir faire une offre audacieuse aux Ivoiriens. Du côté du PDCI, c'est le candidat déclaré Jean-Louis Billon qui a été convoqué par les instances, on va dire par le conseil de discipline de son parti. En cette émission, nous aurons donc des détails. Et ensuite, pour la première partie, on ira au Sénégal où on parlera avec le chargé de communication de PASTEF Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que simplement, 80 ans après le massacre des soldats sénégalais, des tirailleurs sénégalais de Tiaroy, la France reconnaît enfin son implication. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Nous sommes le 2 décembre et nous sommes très heureux, voilà, heureux à cause des hommes qui m'accompagnent, d'être en votre compagnie. Merci d'être avec nous. Ce soir, nos amis sont encore là pour analyser avec vous tous ces titres que nous venons de vous donner donc à l'entame de ce temps d'antenne. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à vous. Oui, bon, nous sommes deux ce soir sur le plateau. Tout à fait. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Christelle, ce week-end, j'étais à des obsèques à Eboué, dans la région d'Aboisseau. Et j'ai estimé, après ce que j'ai vu, qu'il fallait qu'on réagisse. Figurez-vous que ce village qui est au bord d'un gros plan d'eau lagunaire entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, aujourd'hui est infesté à cause de l'orpaillage clandestin. Vous regardez ce plan d'eau lagunaire-là, vous voyez des couvertures de détritus dus à l'orpaillage. Je pense que vraiment, il faut que le gouvernement réagisse, il faut que les autorités réagissent, parce qu'à cette allure-là, on est en train de tuer la faune aquatique, mais on est en train de détruire des vies, en fait. Donc, je voulais vraiment qu'on agisse, et je profite aussi pour souhaiter encore sincères condoléances au couple Bilé, dont monsieur a perdu son père, pour lequel on était à Eboué. En tout cas, il y a qu'au couple, et puis vous faites bien d'en parler, parce que c'est un très très beau site. Merci Élisée. Marius Komoé, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bon, encore une fois, joyeux anniversaire. Ah, c'est gentil. C'était vraiment super. En tout cas, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Très bien. Daouda Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Elle dit avoir accepté donc la candidature à l'élection présidentielle proposée à elle par son parti politique, le Mouvement des Générations Capables, parce qu'elle a une offre audacieuse aux Ivoiriens, celle de construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. Ce sont les propos de Mme Simone Ehiveh Gbagbo, qui est donc déclarée candidate officielle à l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025. Aïcha Crépi, alors votre postulat, comment appréciez-vous justement cette candidature de Mme Simone Ehiveh Gbagbo? Oui, ce n'est pas une surprise, je pense que pour beaucoup, on s'y attendait. Le projet est ambitieux, c'est ambitieux, elle est éligible, contrairement à d'autres, je n'ai pas envie de lancer de pique, c'est juste pour rappeler qu'elle est... C'est pas gentil. Non, c'est juste pour dire qu'elle est éligible et elle a un projet, donc pour l'instant tout va bien, à mon sens. Je crois que c'est 3140 militants qui étaient attendus, 2053 y étaient. On note la présence de Charles Blé Goutet, autre candidat invités, bien sûr. Voilà. Donc c'est une offre assez audacieuse. Après, si on prend le baromètre qui est les élections en fait, législatives ou encore municipales, donc les législatives de 2021, si je ne me trompe pas, son parti n'a pas pu y participer parce qu'il est né après. Donc on ne peut pas juger. Par contre, les élections municipales, ils y ont été. Et on a eu donc deux candidats, si je ne me trompe pas, donc aux élections locales. Donc une à la mairie de Beaunois, un candidat à la mairie de Jacquesville. Ces deux candidats n'ont pas été élus. Par contre, ils étaient en... Je vais y arriver. Ils étaient en alliance avec le PDCI dans certaines circonscriptions, Cocody, où ils ont des conseillers justement municipaux, au Plateau, où ils ont un conseiller, et dans la Nawa, Soubré, où ils ont également un conseiller régional. Donc ce n'est pas non plus énorme. C'est vrai que les élections locales mobilisent beaucoup moins d'électeurs que les élections présidentielle, et à juste titre, mais c'est quand même un baromètre. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner réellement sur le terrain. D'accord. Daouda Koulibaly, que peut faire le MGC justement pour les élections à venir? Est-ce qu'elle peut gagner, selon vous, en 2025, puisqu'elle est candidate
à l'élection présidentielle, Daouda Coulibaly? Bon, je vais répondre rapidement à cette question et puis rentrer dans l'analyse. Je veux dire, Oui, votre point de vue là-dessus. en matière d'élection, on ne dit jamais, jamais. Jamais. Voilà, tout est une question. Pour ceux qui se rappellent en France, tout le monde prédestinait Dominique Strauss-Kahn comme prochain président de la France. Tout à fait. Il a Suffit juste. d'un petit truc. Un gros truc quand même. Bon, je dis un petit truc pour que Nicolas Sarkozy soit président. Ouais. Dernièrement, on a vu François Fillon qui était en tête de proue. Il était vraiment C'est un favori. parti, en tout cas. Oui, mais finalement, à cause d'une affaire de veste, il n'a pas pu être président. Donc, tout peut changer. Simone Gbagbo, on ne sait jamais. D'ici octobre 2025, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, elle peut être présidente de la Côte d'Ivoire. Maintenant, que pensez-vous de cette candidature, Daouda? Pour moi, en fait, je pense que l'investiture de Simone et Yves Gbagbo est un événement majeur en Côte d'Ivoire, riche en signification stratégique et symbolique. Je commence. Oui. D'abord, la réconciliation nationale comme levier, parce que c'est sur ça qu'elle s'appuie. Simone s'appuie en fait sur un discours de rassemblement en mettant la réconciliation au cœur de sa stratégie. Première chose, elle se positionne en fait comme le leader capable en fait de transcender les clivages politiques. On a vu avec l'union de l'opposition qu'elle a pu créer avec le FPI, le COJEP, oui. et d'autres micro-partis qu'elle a pu faire avec, et surtout, le PDCI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose de l'investiture, c'est que c'est la rupture avec Laurent Gbagbo. Cette rupture, on l'avait déjà, Daouda. Oui, je sais, mais là, aujourd'hui, cette investiture de Simone Gbagbo marque et affirme une émancipation politique vis-à-vis de son ancien époux. Parce qu'il y avait eu le divorce, mais là, quand elle dit « je suis candidat », elle dit que de façon politique, les dés sont jetés. Comme pour parler comme les Romains, Alea Jacta S. Le sort en est jeté. Oui. Elle cherche alors ici, en fait, à incarner le renouveau tout en capitalisant sur l'héritage politique. Et cette posture, en fait, peut séduire des partisans de la gauche de façon générale, mais aussi ceux qui, au niveau de la gauche, sont lassés des querelles intestines au niveau de l'opposition. Maintenant, je vais m'arrêter au niveau du programme, et puis après, on va revenir dessus. C'est que son programme est axé sur trois axes, trois grands axes. La réconciliation. La réconciliation, comme je l'ai dit. Ensuite, la transformation sociale et la souveraineté économique. Maintenant, elle devra finalement convaincre au soir d'octobre 2025 sur la faisabilité et la viabilité de ce projet. Parce que quand on sait que le contexte économique mondial ne dépend pas de nous ici aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des crises en Russie, il y a des crises en Israël, on dépend de ces personnes-là. Donc finalement, il va falloir qu'elle nous explique comment elle va pouvoir le faire, l'un mis dans l'autre. Et la dernière chose, pardon Christelle, c'est qu'aujourd'hui, Mme Simone et Yves Gbagbo a comment on appelle ça, a comme une légitimité à consolider. Parce que quand on a fini de dire qu'elle est ci, elle a fait ci, elle a fait ça, oui, Simone et Yves Gbagbo, à tort ou à raison, est un personnage controversé de la politique ivoirienne. Donc, elle devra en fait aujourd'hui montrer aux Ivoiriens qu'elle est résolument tournée vers le futur et non vers le passé. Alors, j'ai une question pour vous, Daouda. Vous avez dit qu'elle a, dans son programme, on va dire dans son programme, elle parle de souveraineté économique. Il va falloir peut-être qu'on puisse décrypter, mais ça, peut-être que vous allez le faire. Et ensuite, pourquoi vous dites qu'elle est un personnage controversé? Sur la base de quoi elle est controversée? Pourquoi est-ce que je dis que Simone et Yves Gbagbo est un visage controversé? Le dire, ce n'est pas une injure, mais la vérité, on sait qu'elle a dirigé de main de maître le pouvoir avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a dirigé. Claire. Oui, clairement. Parce que ne nous voilons pas la face. Le FPI, c'est vrai que tout le monde parle de Laurent Gbagbo, mais la création du FPI n'est pas du seul esprit de M. Laurent Gbagbo. C'est Simone et Gbagbo. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait la dame des fer. Parce que c'est une politique avertie, aguerrie en la matière. Ça, c'est la première chose. Et du coup, on se rappelle tous de son procès, condamnation à 20 ans de prison, à tort ou à raison de la mort de cette femme, d'Abobo, de ceci, de cela, plein de choses comme ça. Il y a des gens encore qui gardent cela en tête. C'est pourquoi j'ai dit à tort ou à raison pour avoir une position nuancée. La deuxième question, quand vous parlez de la souveraineté économique. Quand je parle de souveraineté économique, c'est que le projet, il est ambitieux, certes mesuré, mais après, au niveau de quand on va commencer la campagne, il va falloir expliquer dans les détails comment tu fais. Ce qu'elle veut dire par souveraineté économique, justement. Oui, mais ce que tu veux dire par souveraineté économique, parce que est-ce que moi, pour ma part, souveraineté économique aujourd'hui, quand on sait qu'en matière de poisson, de riz, de quoi que ce soit, la Côte d'Ivoire vit
de comment Ça a été dit, hein, par l'industrialisation. Voilà, justement, donc du coup, c'est assez, pour moi, je veux dire, il faut qu'elle l'explique de façon claire. Très Mais bien. comme on n'est pas à l'heure de la campagne pour Décrypter. le programme, je pense qu'à la fin, le MGC va décrypter le programme et on va pouvoir comprendre. Marius Komoré, justement, est-ce que vous allez dans le même sens que Daouda? C'est une candidature qui marque véritablement la rupture avec son ex-époux, politiquement, et puis votre avis justement sur cette candidature? Non, alors, c'est d'abord une candidature pour nous qui affirme un retour significatif de cette grande dame de la scène politique ivoirienne sur l'échiquier politique ivoirien, dans la mesure où son parcours politique est établi. Il n'y a aucun débat en la matière. Elle a été même membre fondatrice du Front populaire ivoirien. Elle a dirigé le pouvoir d'État, Daouda l'a souligné, aux côtés de son ex-époux. Et puis, elle a assumé des responsabilités au plus haut niveau dans l'appareil étatique, dans l'appareil politique qui servait d'instrument de lutte à elle-même et à son époux et un certain nombre de cadres du parti d'hier qui était le FPI. Elle a même assuré le secrétariat général de ce parti. Elle a été députée à l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, c'est une femme de caractère qui a mené des combats pour la lutte en matière de genre dans ce pays. Et donc, elle est outillée, elle a quand même un background. En plus, elle est une véritable intellectuelle et une lionne de la scène politique ivoirienne. On peut tout lui reprocher, sauf que cette dame n'a pas les carrures pour présider aux destinées de cette Côte d'Ivoire qu'elle entend être... Elle n'a pas la carrure, c'est ce que vous dites? Ah si, j'ai dit, on Ah, peut très tout bien, lui reprocher, voilà, bien sûr. sauf qu'elle n'a pas la carrure pour ok, bien prétendre sûr. diriger cette nation. Et donc, de par son expérience politique, eh bien, je pense qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et l'ambition qui l'anime, qui est de donner à la Côte d'Ivoire toutes ses lettres de noblesse en termes de liberté économique, en termes de liberté politique, D'industrialisation. ben voilà, d'industrialisation et tout ça, sont des choses qui aujourd'hui est approuvées et est saluées par la nouvelle génération de jeunes africains et plus particulièrement de jeunes ivoiriens, y compris moi. Ah, très bien, vous êtes apparemment convaincu, hein? Non, pas. J'ai toujours été pour la liberté économique de nos États. J'ai toujours été Pour la pour souveraineté, la c'est le mot, souveraineté. Merci pour le mot. Je vous le prête. Alors, Marius, quand on finit de dire ça, une élection, justement, est-ce qu'une élection, pour gagner une élection, il faut s'appuyer justement sur ces points-là où il y a une autre réalité? Regardons la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Est-ce qu'elle a les coudées nécessaires pour convaincre les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est à l'ouest, afin qu'ils lui donnent justement le quitus pour diriger cette nation? Mais là, maintenant, intervient la machine de l'appareil politique qui, naturellement, va l'aider à aller vers l'électorat du nord au sud, de l'est à l'ouest, si je voudrais bien employer vos propres termes. Donc, ce n'est pas en tant qu'individu qu'elle ira toute seule à la conquête de l'électorat. Elle ira avec une machine politique qui est le mouvement de génération capable. Très bien. Élisée Bouloubeuf, après avoir écouté donc tous nos amis sur le plateau, quel est votre postulat? D'abord la candidature et puis, in fine, votre analyse sur le projet, le programme et les possibilités, pourquoi pas, de remporter l'élection. Bon, moi, je pense déjà que organiser une convention et au sortir de cette convention, être désignée comme candidate du MGC, c'était plus ou moins prévisible. Vous vous rappelez le 9 août dernier, quand Mme Simone Gbagbo, à son initiative, réunissait autour d'elle près d'une dizaine de partis politiques et des associations de la société civile à la maison du PDCI, l'ordre normal des choses, c'était de se positionner, voilà, comme celle-là, autour duquel devait graviter toute cette union-là, éventuellement se positionnant comme une alternative. Aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Elle veut se positionner comme une alternative, c'est d'autant plus que si ça reste en l'état des choses actuelles, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Il ne peut pas non plus même voter. Donc, ça veut dire qu'il est déjà mis, il est fort clos. Si ça reste dans l'ordre naturel des choses maintenant, M. Blé Goudé ne peut pas être candidat. Donc, il est mis de côté. Qui, en réalité, représente cette figure-là, de cette gauche-là, portée depuis longtemps, durant des décennies, par le FPI? Ça devient elle, naturellement, en réalité, avec M. Afid, bien sûr. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, elle reste un peu, si vous voulez, cette elle-là qui continue encore d'attirer un ensemble de sympathisants du FPI d'alors. Donc, aujourd'hui, elle se positionne un peu comme cette alternative-là. Deuxièmement, c'est qu'il faut mettre dans la balance
Et ça, je pense que personne ne pourrait le contester ici. Elle a pour elle un allié de taille. Lequel? Blé Goudé-Charles. Elle a pour elle un allié de taille, Blé Goudé-Charles. Comment cela, Élisée? Blé Goudé, c'est un allié de taille, Mme Simone Gbagbo. Vous vous rappelez le congrès du COGEP, les rencontres du COGEP à Abidjan, les grands rassemblements du COGEP à Abidjan. Mais Mme Simone Gbagbo a toujours été présente. Vous voyez les liens qui unissent M. Charles Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo. C'est des liens qui sont très forts. Certains même ont taxé Charles Blé Goudé d'avoir même abandonné Laurent Gbagbo au profit de Simone Gbagbo. Oui. Il était toujours présent à ses côtés. La preuve encore ce samedi, il était encore à Moussou. Il a été toujours proche d'elle. Il disait constamment. Il pourrait donc appeler à voter pour elle. Et il a dit, et c'est là que je dis qu'il faut bien regarder. Parce que là, si vous vous rappelez, si on l'avait reçu, Charles Blé Goudé, Tout à fait, sur et ce il a plateau, dit oui. clairement, même s'il advenait qu'en 2025, c'est au Congrès même qu'il le disait, il n'était pas candidat, il va mouiller le maillot. Qu'il va, cette élection de 2025-là, il va s'y investir à fond. S'il ne s'investit pas parce que la loi ne lui permet pas d'être candidat, parce qu'il est sous le coup d'un mandat, il mouille le maillot avec qui? On Ou bien verra il mouille bien. le maillot pour qui? Aujourd'hui, le véritable allié, ça c'est indéniable pour Mme Simone Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. On connaît les relations qui les unissent. Je dis, dans cet environnement-là, elle se positionne aujourd'hui comme une alternative. Et elle Très y bien. croit fortement. Et elle y croit fortement, ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Maintenant, la réalité sera, quelles sera, je dis, les consignes au niveau, je dis, de la gauche. Parce que si au niveau de la gauche, les uns et les autres ne pouvant pas aller aux élections, décidaient par solidarité de l'accompagner, on pense que c'était bon. Mais quand on sait aussi les frictions qui existent entre ces différentes parties-là, on se pose bien la question de savoir si elle pourrait obtenir qu'on lui reverse éventuellement les voix ou les soutiens de l'autre partie. Affaire à suivre. On passe directement justement au PDCI, là où on parle également avec un autre candidat déclaré, lui. Il s'agit de Jean-Louis Billon, qui a été convoqué par le conseil de discipline du parti. Alors, son avocat donc a demandé un report de cette parution, justement par souci de conflit d'agenda. Mais il prendra soin, en tout cas selon lui, très attaché donc au respect de la discipline et voilà donc du parti. Il se dispose à répondre de cette convocation devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Alors, justement, Aïcha Crépi, que pensez-vous justement de la convocation de Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline de son parti? Oui, je trouve que c'est une convocation très formelle. Et le pourquoi aussi, justement. Voilà, le pourquoi, on parle d'accord. Donc déjà, je trouve que c'est une convocation très formelle pour des propos informels qui ont été tenus par le porte-parole précédemment. Je trouve que ça contraste un peu. On parle de faute, hein, de presque sabotage de l'unité du parti, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et de défiance au Défiance. président. De défiance surtout Au président du parti. au président du parti. Alors, soit on a raté un épisode, voilà, que nous, on n'a pas assisté à quelque chose, soit on parle de la déclaration officielle 2 fois de Jean-Louis Billon comme président, comme candidat à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Donc ça ne peut être que ça, selon moi, à part si on a raté un épisode, justement, et qu'on n'a pas toutes les informations, tous les éléments. C'est, je trouve, une histoire de rapport de force, encore une fois. Monsieur Jean-Louis Billon qui répond, via le biais de son avocat, qu'il n'est pas disponible. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, le fait même qu'il se présente en dehors des couleurs de son parti, qu'il accepte de répondre, oui, pas vraiment justement, puisqu'il dit qu'il n'est pas disponible. Mais il y aura une autre date proposée. Mais pour moi, c'est un peu une manière déguisée de dire « je fais ce que je veux ». Quand on décide même d'être candidat à la présidentielle officiellement en dehors de son parti, alors qu'on a un parti qui est organisé, c'est aussi une preuve de, entre guillemets, défiance. Mais cette défiance n'est pas forcément de mauvaise augure, puisqu'il s'agit d'un parti démocratique, justement. Très bien. Donc, ça dépend de comment on voit la chose. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. OK. Daoud, à votre point de vue. Alors, revenons un peu sur les raisons pour lesquelles il serait convoqué. Il est convoqué devant le conseil de discipline, selon vous. Je pense qu'Aïcha est revenue sur les questions de défiance au président. Défiance au président du parti et sabotage de voilà. la Oui. En fait, pour moi, il y a comme une forme de malaise au sein du PDCI-RDA. C'est vrai qu'au niveau du PDCI-RDA, quand on leur demande, ils te diront qu'il n'y a aucun problème, tout va bien. Mais pour les observateurs, on sent qu'il y a un malaise, surtout autour des sorties de Jean-Louis Billon. On sait que M. Jean-Louis Billon a fait une sortie à Dabakala. Après, il a fait une autre sortie. On rappelle un peu quelques propos, peut-être qui est pour. Non, il est devant ses parents avec les attributs du PDCI et autres. Il a demandé leur, comment on appelle ça, leur accompagnement et leur bénédiction. Parce que n'oublions pas que M. Jean-Louis Billon, du vivant d'Henri Konan Bédié, a toujours dit qu'il sera candidat.
Donc moi, pour moi, comme ma soeur Aïcha le disait, il n'y a pas le feu à la demeure. Mais quand je vois sa convocation devant le conseil de discipline, en fait, ça démontre que ces prises de position ne sont pas simplement perçues comme des divergences d'opinion. Donc, en clair, c'est comme, pour eux, c'est une défiance et ils l'ont clairement dit. Et pour moi, ça démontre qu'aujourd'hui, Jean-Louis Billon, ils ont un problème avec soit son influence au sein du parti, ou bien son style de communication au sein du PDCI. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que je m'interroge. Je m'interroge à l'aune, en fait, des textes même du PDCI RDA, de savoir que cache cette convocation de Jean-Louis Billon. Mais ils ont été clairs dans le, comme on a dit, défiance. Ils estiment qu'il a défié donc les instances du parti ou le président, donc il faut bien qu'il réponde devant le conseil. Je pose la question alors. On se rappelle quand Henri Konan Bédié était encore vivant, Charles Konan Bani, paix à son âme, se sont présentés contre lui. Ça, c'est la première chose. Kakabe, qui est aujourd'hui ambassadeur, ils se sont présentés contre Henri Konan Bédié. Ils ont toujours dit qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait, ils n'ont pas été sanctionnés. De mémoire, hein, en tout cas de ma mémoire, je n'ai jamais vu le président Henri Konan Bédié sanctionner quelqu'un parce qu'il dit que je serai candidat au présidentiel. Nanana. Généralement, c'est après la convention. S'il doit y avoir sanction, il y a sanction. C'est la première fois que moi, je vois ça. Maintenant, d'autant plus que quand on regarde l'article 91 des statuts et règlements du PDCI, les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Mais en article 92, on dit clairement que l'avertissement et le blâme sont prononcés par le bureau de la section en charge d'appel devant le secrétariat exécutif du parti. On n'a pas encore autant de sanctions, Daouda. On va juste l'écouter pour l'instant. Oui, hein. je sais, mais on va l'écouter. Mais quand on t'appelle devant le conseil de discipline, finalement, d'autant plus que les chefs d'accusation contre toi, c'est sabotage et défiance au chef du parti. Qu'est-ce que ça sous-entend, selon vous? OK. Non, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça sous-entend? Répondez à la question. Ah, voilà. Donc, de mon analyse, je me dis que sûrement, c'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, on n'a pas parlé de sanctions, sûrement qu'ils vont lui dire, bon, monsieur Jean-Louis Billon, calmez-vous, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui dit, allons clairement à la convention pour aller se battre à la loyale, le sanctionner, franchement, ça va créer un gros précédent au niveau du PDCI. Je ne souhaiterais pas qu'on en arrive là. Et je pense que le PDCI est un parti responsable. Ils ne vont pas en arriver là. Marius Komoué, justement, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il parle de défiance. On se rappelle que Jean-Louis Billon avait dit dans ses propos qu'apparemment, le PDCI ressemblerait à un club de soutien. Enfin, est-ce que, justement, ce n'est pas ce genre de propos qui aurait peut-être poussé les instances à le convoquer? Quand on parle de défiance ou de sabotage, vous pensez à quoi, justement, Marius Komoué? Pour nous, je ne vois pas où se trouve le mal pour un cadre d'un parti, en tout cas pour nous, organisation de la société civile, qui aimons bien le respect des règles de fonctionnement des entités qui se créent. Un parti politique, c'est un regroupement, comme une association, c'est une association, c'est un regroupement. Et un regroupement de citoyens, de cadres, quels qu'ils soient, qui envisagent justement prendre le pouvoir d'État et l'exercer. Au sein du parti, il y a des valeurs, des compétences qui ont quand même le droit d'aspirer ou de prétendre un jour être le candidat, porter les flambeaux du parti pour une présidentielle. Qu'un citoyen, un cadre d'un parti comme M. Jean-Louis Billon, décide d'être candidat pour le compte de son parti, pour lequel d'ailleurs il a régulièrement milité, il est à jour de ses cotisations, il est en règle vis-à-vis de son parti. Et donc il est en droit d'exiger ou de prétendre être candidat pour le compte du parti. En quoi cela dérange? Si d'ordinaire, les tests qui régissent le parti le lui permettent à n'importe quel cadre, si d'autres cadres ne jugent pas nécessaire ou ne pensent pas avoir les compétences pour prétendre porter les couleurs de leur parti, mais ce n'est pas le cas certainement de M. Billon et il a dit, depuis le président Bédié, qui a été le deuxième patron véritable de ce parti, eh bien, il a toujours exprimé cette volonté. Il a même été devant ses parents
à Dabakala pour demander justement leur bénédiction. Si je comprends bien, selon vous, c'est parce qu'il veut être pré-candidat, enfin qu'il veut diriger le parti, du moins il a voulu diriger, ou il veut être candidat à la présidentielle, que cela dérange. Et vous dites que selon vous, on pourrait mettre ça sous le couvert de cette convocation. Il faut bien que les uns et les autres comprennent que le temps où on suit un seul individu pour la tête basse, sans jamais regarder ailleurs, ça t'est passé. Aujourd'hui, dans un système politique, au sein d'un parti politique, eh bien, des courants peuvent naître. D'ailleurs, même au niveau du régime au pouvoir, vous avez quelques courants qui naissent, mais des courants qui accompagnent l'action du parti. Et donc, M. Billon est en droit de prétendre être candidat pour le compte de son parti. Et je ne vois pas pourquoi cela devrait lui coûter d'être devant le Conseil des disciplines. D'ailleurs, terminé. Oui, je termine là-dessus. Alors, comment se fait-il que on puisse dire qu'il porte atteinte, qu'il défie son président, qu'il sabote les actions du parti? Pourtant, il n'a jamais... Qu'on nous montre les faits qui attestent, les propos qui attestent que M. Billon s'attaque véritablement au parti, défie le parti. Le parti peut décider d'avoir un candidat. À quelle instance cette décision a été prise? Parce que les règles de fonctionnement du parti donnent les conditions pour le choix du candidat. Est-ce qu'il y a eu une instance qui a décidé de ce choix et qui implique l'ensemble des militants et des cadres du parti ainsi que des sympathisants? Si tel n'est pas le cas, alors c'est plutôt aux autres de bien regarder leur attitude, parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la preuve du fonctionnement d'un parti démocratique qu'on veut nous faire croire. Le PDCI, qui est un parti démocratique, a besoin d'être vraiment un parti démocratique. Écoutons Élisée justement sur cette question-là, Élisée Boloubeur. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas vite aller en besogne, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Jusque-là, je vais dire, le Conseil de discipline a convoqué M. Jean-Louis Billon pour les faits de défiance au président du parti et pour sabotage de l'unité. Quand on dit défiance au président du parti et sabotage pour l'unité, c'est un vaste mot, c'est un gros, je veux dire, c'est vraiment, c'est un foutoir. On ne nous a pas encore dit dans les détails ce qui lui est reproché. Nous ne sommes pas militants du PDCI. Mais on sait nous ne vivons pas la vie du PDCI au quotidien. Voilà. C'est vrai que Jean-Louis Billon fait des sorties, on l'apprécie de temps en temps, mais on ne vit pas au PDCI au quotidien. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et je crois que ce qui est en train d'être fait ici n'est pas constitutionnel. Antidémocratique. C'est-à-dire antidémocratique du PDCI. Le PDCI est régi par des règles. Si à un moment donné, ils estiment, le secrétariat exécutif estime qu'il y a une conduite qui est de nature à aller à l'encontre de l'unité du parti, ben c'est bel et bien le droit de ce secrétariat-là de saisir le comité, comment on appelle ça, le comité de sanctions, je sais pas comment vous appelez, de discipline, voilà, le comité de discipline, et que ce comité-là appelle l'individu pour l'entendre. Moi, jusque-là, vraiment, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est l'ordre normal des choses. Peut-être même qu'à cette rencontre-là, Jean-Louis Billon va développer un ensemble d'argumentaires qui va même convaincre les uns et les autres. Nous, on n'a pas les éléments probants qui, aujourd'hui, font qu'on convoque Jean-Louis Billon devant le comité de discipline. Moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur le parti. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur le parti. Je trouve que ce n'est pas très juste. Il faut avoir un raisonnement assez mesuré. Ce qui se fait n'est pas antidémocratique. Maintenant, il revient. La preuve, Jean-Louis Billon, lui-même qui est convoqué, à aucun moment ne s'est insurgé contre cette convocation. À aucun moment, il ne s'est insurgé. Il a dit que pour des raisons d'agenda, il n'est pas là à la date indiquée. Lui m'a proposé des dates. Il souhaiterait que ce soit fait dans cette fourchette, il sera de retour. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péril dans la demeure. Maintenant, la suite, on verra. Certainement, les décisions qui seront prises vont envoyer d'autres implications et on pourra analyser vraiment de façon tranquille. Voilà, on aura donc à suivre cette affaire, assurez-vous, et à développer encore. Mais on attendra ce qui va se passer donc du 9 ou le 9 ou le 10 décembre, parce que c'est la date proposée justement par le candidat déclaré Jean-Louis Billon pour se présenter devant les instances du Conseil de discipline du PDCI. Quand on finit de dire ça, on quitte la Côte d'Ivoire avec votre permission et on part au Sénégal. Pourquoi ? 80 ans après, la France reconnaît son implication dans les massacres qui ont eu lieu sur les soldats, qu'on appelle les tirailleurs sénégalais de Thiaroye. Et pour en parler, nous recevons donc Ibrahim Diang, chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire.
qui parlera avec nous justement de ces moments importants. Nous avons aussi suivi un peu la commémoration en direct de Thiaroye au Sénégal et on a vu toute l'émotion justement qui se retraçait même dans la voix du président Diomaye Faye. Bonsoir Monsieur Dieng, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais donc sortis de leur camp étaient allés réclamer leur solde. Et l'autorité coloniale donc, de l'époque a tiré, selon donc, des sources documentaires, à la mitraillette et a mis fin à la vie de nombreux tirailleurs sénégalais. Alors certains documents parlent de 35. Aujourd'hui, une vérité commence à sortir, on parle de 200, 300. Ils étaient combien de tirailleurs tombés ce jour-là sous les balles? Alors, merci beaucoup. Mon plaisir. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'AFTV. Et je précise qu'avant d'aborder cette question, je vais rendre hommage véritablement à tous les peuples africains. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ce sont les tirailleurs africains. En réalité. Parce que véritablement, beaucoup pensent que quand on dit tirailleurs sénégalais, c'est uniquement des Sénégalais. Mais c'est l'Afrique en miniature, c'est également l'Afrique francophone. Alors, donc, cette histoire de tirailleurs sénégalais, véritablement, quand on parle du camp de Thiaroye, c'est un événement tragique, un événement vraiment qui n'est pas digne d'un être humain. Et donc, jusque-là, les informations ne sont pas véritablement sorties pour savoir exactement c'est combien de personnes qui ont été massacrées. Donc, il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été clarifiées. Mais tout ce qui est sûr et certain, c'est que c'est beaucoup d'Africains qui ont combattu pour la France, qui ont lutté pour que la France ne soit pas vexée, la France ne va pas perdre cette guerre. Ce sont ces gens-là qui ont été tués dans le camp de Thiaroye. Et on les a enterrés dans ce camp de Thiaroye. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas d'informations précises de manière factuelle pour dire que c'est tant de personnes qui ont été massacrées. Moi, je pense que même si c'était une seule personne, c'est vraiment triste. Très bien. Alors, pour les Blancs, excusez-moi, vous allez ôter votre casquette, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on ne sait pas combien de personnes sont tombées à Thiaroye ce jour-là, mais lorsque le président Diomaye Faye faisait donc son discours, il disait que la France était d'accord pour donner tout le fonds documentaire, justement, tous les documents de l'époque à l'effet justement de pouvoir connaître les personnes et le nombre de personnes justement tombées. Comment est-ce que vous appréciez le fait que la France aujourd'hui reconnaisse son implication et présente ses excuses? Alors là, je pense que c'est une volonté politique d'abord que les Africains doivent exiger sur ce point-là. Parce que ce sont nos parents, nos ancêtres qui étaient partis combattre au nom de la France. C'est vrai, on était sous la domination coloniale, mais après cette guerre-là, après cet événement qui s'est passé, je pense que les Africains, je ne parle même pas de Diomaye Faye, c'est tous les présidents africains confondus qui doivent exiger à ce que la vérité soit véritablement à l'endroit de tous les Africains. Parce que le président Diomaye Faye, il veut afficher une ferme volonté du moins pour que la France puisse donner les informations réelles que cela a coûté pour les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais. Donc lui, il a manifesté sa volonté, mais à lui seul, je pense qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est vrai, la France va faire son mea culpa, va accepter qu'ils se sont impliqués dans cette histoire, mais il faut que tous les présidents, les chefs d'État africains de la francophonie, bien sûr, doivent s'unir pour exiger pour que la vérité soit véritablement sortie à l'endroit de tous les Africains pour cette histoire du camp de Thiaroye. Daouda, question. Moi, j'aime bien votre plaidoyer, je partage véritablement ce plaidoyer-là. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certains présidents africains ont la légitimité de demander ce devoir de vérité, mémoire ou de vérité. De vérité ou de mémoire à la France, quand on sait que certains de nos présidents africains même ont commis des exactions plus graves même que ce qui a été fait au camp de Thiaroye. Est-ce qu'ils sont légitimes, selon vous, pour demander cela? Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a toujours une transition qui est en train d'être opérée dans tous les pays africains. Parce qu'il y a des jeunes politiciens qui sont en train d'apparaître sur la scène politique. Ils viennent avec des idées nouvelles,
ils viennent avec des exigences nouvelles. Et je pense qu'on peut compter sur ces chefs d'État-là, peut-être futurs gouvernants ou bien futurs dirigeants de l'Afrique, comme le Sénégal l'a déjà fait. Mais je pense bel et bien qu'il y a des chefs d'État qui ne pourront pas véritablement exiger que la lumière soit vraiment sortie à cette situation. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des présidents qui ont fait des actes qui sont beaucoup plus graves que cela. Mais maintenant, espérons que d'ici quelques années, il y aura une élite politique, une nouvelle jeunesse qui va apparaître sur la scène politique, qui va exiger à ce que véritablement la place de l'Afrique soit respectablement apparaître à l'endroit de tous. Donc actuellement, c'est difficile, mais si véritablement Dieu nous donne la chance de véritablement observer au changement générationnel qui vont véritablement arriver à la tête de ces États, c'est là qu'ils vont avoir la légitimité, le courage et encore une fois la bravoure de pouvoir dénoncer, de pouvoir exiger à ce que la lumière soit faite. Pour terminer notre conversation, quel est votre point de vue justement sur l'avenir des bases françaises au Sénégal? Votre président, le président Diomaye Faye, a parlé d'une question de souveraineté. Il n'est plus question d'avoir des bases militaires françaises au Sénégal. Votre point de vue, alors, M. Diack? Vous savez que la présence des bases militaires françaises en Afrique date depuis l'époque coloniale. Donc c'est depuis l'époque coloniale, depuis la colonisation, les Français se sont installés dans nos territoires, dans nos pays, avec leurs bases militaires. Maintenant, la colonisation est terminée. Comme la colonisation est terminée, ces bases françaises doivent retourner dans leur pays parce qu'un pays souverain, c'est un pays qui doit véritablement accepter la présence d'une force étrangère dans son territoire. Maintenant, il est important de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a une ferme volonté de pouvoir faire de telle sorte que la base militaire française établie au Sénégal va partir. Elle va partir parce que sa présence n'était pas en accord avec la population sénégalaise. Parce que c'était lors de la domination coloniale, lors de l'impérialisme, vous êtes venu avec votre base militaire, la colonisation est terminée, cette base est toujours restée. Très bien. Et donc, nous sommes actuellement au XXIe siècle. On va vous demander de répartir. S'il y a lieu de collaborer avec vous sur la coopération militaire, là, on va donner notre accord. Très bien, on termine avec vous. Merci en tout cas d'être venu éclairer nos lanternes et donner votre point de vue. Je rappelle que vous êtes Ibrahima Dieng, chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et assurément à bientôt pour d'autres sujets sur le Sénégal. Merci beaucoup. En rappelant que, évidemment, parlant de base militaire, le Tchad a également arrêté sa collaboration militaire avec la France, mais reste disposé évidemment à collaborer avec eux sur d'autres points. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous, Élisée Boloubeu, Aïcha Crépi, Marius Komoé, Daouda Koulibaly. Allons maintenant à Gagnoa. Pourquoi? Parce que simplement, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, y était, donc il était en meeting. Il a battu le rappel des troupes à Gagnoa. Élisée Boloubeu, alors c'était important qu'il se lance déjà, comme ça, dans l'arène, à l'effet donc de rassembler au nom du RHDP. Oui, il est important de rappeler le contexte. Il s'agissait de la rentrée politique de la coordination régionale RHDP de Gagnoa, commune et sous-préfecture. Donc, chose encore, je dis, ironie du sort, c'était à la place de Laurent Gbagbo que cette rencontre a eu lieu. Pourquoi ironie du sort? Ah ben, c'est juste de parler. Le RHDP qui fait une manifestation à la place de Laurent Gbagbo, tout ça, ça montre que la Côte d'Ivoire est belle et indivisible. Donc, il était important en tout cas pour le RHDP de tenir cette rencontre-là, juste pour le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs cadre de ce parti-là, de tenir ce discours, parce que depuis quand même quelques temps, il se sursue dans l'opinion et auprès des militants qu'il semble constater un éloignement des leaders de la base. Ils ont l'impression que les cadres sont un peu dans leur tour d'ivoire, alors que voilà, les militants de base attendent vraiment d'avoir ce contact de proximité-là. Et d'où viendrait cette impression? Dans les propos, en tout cas, d'Adama Bictogo, il a reconnu, parce que quand il dit qu'il invite les cadres à plus d'unité à aller vers les militants, il a même dit, ce n'est pas à vous de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers vous. Je crois que c'est un aveu de ce qu'un fossé s'était quand même créé entre cette classe-là et puis les dirigeants. Bon, d'où vient
cette distance, je pense que c'est... Moi, quand je réfléchis, la première analyse que je fais, c'est dû au fait peut-être d'un leadership trop fort du président du parti. Le président Alassane Ouattara qui a un leadership tellement fort que finalement tout le monde surfe un peu là-dessus. C'est-à-dire les cadres ne semblent pas le besoin de descendre. Voilà, ne sentent pas le besoin forcément d'aller proche de là. Parce que dès qu'on évoque le nom Alassane Ouattara, c'est suffisant déjà pour mobiliser les troupes, c'est suffisant déjà pour emballer les militants. Et justement, donc, certains cadres, je ne dirais pas tous les cadres, parce qu'il faut nuancer, certains cadres ont surfé là-dessus. Ils pensent que juste brandir le nom Alassane Ouattara, et puis bon, on a l'adhésion de tous les militants et autres, tout ça. Mais il est important, en tout cas, vu que on part avec 2025, pour ce parti-là de se rapprocher davantage de la base. Et je crois que le meeting, la rencontre de Gagnoua est le début de cette initiative-là de rapprochement. Et les propos du président de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, cadre du parti, sont aussi évocateurs. Donc, ramènent la nécessité pour les cadres de repartir plus proche de la population. Ce d'autant plus que le président de la République, je m'en souviens, à chaque fois, lorsqu'il y avait une rencontre, en tout cas politique de ce genre, avait toujours interpellé les cadres sur la nécessité de se rapprocher des populations. Il allait même plus loin pour dire soyez généreux. Il a même souvent tenu ces propos-là. Donc pour dire aux uns aux autres qu'il ne suffit pas juste de dire qu'on est cadre, mais le statut de cadre-là doit pouvoir être en adéquation avec l'action sur le terrain, avec la proximité, l'équation personnelle avec les populations. Marius Comoé, quel est votre point de vue? Le président de l'Assemblée nationale qui descend dans l'arène pour parler donc aux jeunes, aux femmes, et on se retrouve là à Gagnoa, Marius Comoé. Belle initiative du parti au pouvoir, parce que quand on dirige un pays, bien que nous soyons au pouvoir, il est tout à fait indiqué de ne pas perdre de vue le contact avec les bases. Élysée l'a dit, Élysée a eu les mots très justes d'ailleurs pour le souligner. Et je puis vous certifier que cette action du président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, nous a longuement manqué depuis qu'il a pris les rênes de l'Assemblée nationale. C'est des actions qui ne mènent pas trop passé, certainement eu égard à son agenda professionnel assez chargé, à ses responsabilités à la tête de notre institution. Mais il a quand même, au cours de ce week-end, trouvé l'opportunité d'organiser cette cérémonie qui lui a permis de retrouver donc le peuple, d'être dans l'arène et d'évoquer avec le peuple les ambitions du parti et ce que le parti attend donc de son électorat, qui n'est autre que constitué de leurs sympathisants et de leurs militants. En tout cas, c'est des actions qui devraient être répétées. Je ne pense pas qu'on doit laisser cette charge uniquement aux responsables régionaux, cadres du parti régionaux et qui très souvent sont en contact dans les régions, dans les départements, dans les communes avec les militants. Il faut que l'instance dirigeante au plus haut niveau du sommet du parti descende dans l'arène pour tous les partis s'entendent. Et donc le RHDP qui ambitionne conserver le pouvoir en 2025 se donne les moyens déjà et depuis belle lurette d'être en contact avec sa base. Très bien. Alors, rapidement, un point sur le verbatim que nous avons là à l'écran. Il dit si vous ne nous portez plus, nous ne sommes plus rien. Ce n'est pas à un mois des élections qu'on devrait vous visiter. On devrait le faire tous les jours. Si vous ne nous portez pas, bah, écoutez, on ne pourra pas être... Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Que pensez-vous, justement, de ces propos? Nous sommes très heureux et nous sourions même quand nous entendons cela. Et cela nous réjouit à plus d'un titre. Et donc, ils savent bien que sans le peuple, ils ne sont absolument rien. Ils savent bien que c'est le peuple qui leur a concédé le pouvoir d'État. Ils savent bien que le jour où le peuple leur arrache ce pouvoir d'État, eh bien, ils ne seront absolument rien. C'est pour ça que nous nous réjouissons. Ce qui veut dire qu'en retour, ils doivent penser naturellement à rendre justement cette joie au peuple qui les a portés au pouvoir et qui leur permet d'être ce qu'ils sont en faisant en sorte que toute leur initiative, toute la politique qu'ils mettent en œuvre va dans le sens justement de faire le bonheur du peuple et non de piétiner le peuple en assujettissant le peuple et son pouvoir d'achat. On termine rapidement. Élisée, vous aviez un point juste pour ajouter un point et on passe à un autre sujet. Je voulais juste dire que je veux être rassuré que ce n'est pas juste des propos politiques à quelques mois de la présidentielle et que les semaines et les mois à venir vous voulez je dis bien, être rassuré, je veux juste croire. Je dis bien, je veux juste croire parce que aussi il faut regarder le timing à 12 mois, disons à 11 mois des élections présidentielles.
Voilà, se rappeler tout de suite qu'il faut qu'on soit maintenant à la base et non pas loin. Ça peut aussi être vu comme des propos politiques. Maintenant, comme je le dis, c'est à eux de nous démontrer que ce n'est pas juste des propos politiques et qu'ils soient visibles sur le terrain, qu'ils soient visibles vraiment auprès des populations et des militants. Très bien. Merci beaucoup, Élisée. Nous allons maintenant, pour la chute de ce temps d'antenne, recevoir le docteur Diabaté Adama, qui est sous-directeur de la mobilisation des ressources au Fonds national de lutte contre le sida. Avec lui, nous parlerons justement du financement de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Comment est financé justement le recul de cette pandémie dans notre nation? Docteur Diabaté Adama, vous êtes là pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Question directe, comment est-ce que le sida est financé en Côte d'Ivoire? Qui finance? Le gouvernement, les partenaires internationaux, qui financent? Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez au nom de la directrice du Fonds national, Mme Sokori Flo Nathalie. Il faut dire que le sida est financé d'abord par l'État de Côte d'Ivoire, qui assume près de 15% de la part à hauteur de 15%. De 15%. Et les partenaires au développement, les bailleurs, notamment l'USAID PEPFAR, le Fonds mondial qui apporte près de 80% des financements. Très bien. Aïcha Crépé, question. Oui, qu'est-ce que vous faites exactement en fait? Qu'est-ce que vous englobez dans ce Fonds national de lutte contre le sida concrètement? Alors concrètement, le fonds doit proposer des services à la population, aux bonnes volontés, aux personnes comme vous et moi, aux entreprises, que ces personnes-là puissent contribuer au financement de la lutte contre le sida en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on peut vouloir aider quelqu'un, mais on n'a aucune certitude si cette personne a effectivement le problème qu'elle prétend avoir. Donc nous, c'est de garantir déjà à chaque citoyen qui veut bien aider de s'occuper de la bonne personne et de la personne qui a un rôle stratégique dans cette épidémie. Donc nous offrons un service d'assistance, de gestion, de contribution à toute la population et surtout aux organisations privées qui veulent bien investir pour aider à s'en sortir. Élisée. OK. Bonsoir, docteur Diabaté. Bonsoir, Élisée. Content de vous revoir. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il était aussi directeur, en tout cas, et médecin d'ailleurs, parce que c'est un très bon musicien, pour ceux qui ne le sauraient pas. Très bon guitariste. Il accompagne même Kadim. Voilà, c'est pour dire qu'on peut être médecin et puis guitare solo. Soliste. Solo. Okay, voilà, donc vraiment, je le découvre et j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Voilà, donc moi, je vais juste savoir aujourd'hui, la lutte contre le sida, ça coûte combien à la Côte d'Ivoire chaque année? Alors, dans les prévisions du dernier plan stratégique de 2021 et 2025, ça devrait nous coûter près de 150 milliards par an. 150 milliards, les 15%, c'est cela? Non, 150 milliards dans l'ensemble. Toute l'ensemble, voilà, tout ça devrait la coûter de la lutte. Nous arrivons à trouver aux environs de 80 milliards, avec l'appui des bailleurs et l'État. Donc, nous avons, 150. Voilà, nous avons un manque d'environ 60 milliards, un peu plus, à combler chaque année. Et vous arrivez à combler? Difficilement, parce qu'il y a des contraintes un peu partout. L'État a des contraintes puisque les programmes sont nombreux. Déjà, au niveau de la santé, on a plusieurs programmes qu'il faut financer. Et au niveau des partenaires, ils ont d'autres priorités qui s'installent. Donc, nous sommes en train de chercher au niveau du secteur privé, des entreprises qui pourraient aussi soutenir. Et les personnes, on va dire morales, et personnes physiques comme vous et moi. Donc, nous avons des projets dans ce sens-là, notamment le thème de solidarité contre le sida qu'on propose à toute la population. Voilà, un timbre qui est pris volontairement, qui sera disponible dans les services publics très bientôt. Déjà disponible dans certaines mairies et certaines préfectures. Et de façon volontaire, on contribue. Il faut dire que quand vous prenez un thème de entre 100 francs, 500 000 francs, et un peu plus pour ceux qui le veulent, mais quand on le compare au prix du traitement antirétroviral aujourd'hui, qui est de 120 000 par mois environ, pour que quelqu'un reste en vie un mois, c'est 120 000 francs, on va dire. Et à 100 francs de contribution, c'est comme vous lui permettiez de vivre 40 minutes en plus. Ah, d'accord. Donc nous proposons ces services-là aussi à la population pour contribuer à la survie. Surtout qu'aujourd'hui, les antirétroviraux, c'est le remède, c'est l'arme fatale contre le sida. On peut mettre fin au sida. En 2010, on était à 40 000 morts par an. Aujourd'hui, on est à moins de 8 900 morts par an. Il faut réduire encore, bien. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver à zéro. C'est clair. Parce que cette arme est tellement efficace que ce n'est pas normal de laisser quelqu'un mourir dans ce pays. Du sida encore. Voilà, du sida, non, on ne doit plus mourir du sida. Et malheureusement, on en perd encore. On peut les avoir où, ces termes, justement? Alors, ces termes, ça sera disponible dans tous les services publics. Ah, ça sera, pas encore. C'est disponible déjà dans certains qui sont engagés. Et nous sommes en train de faire le travail sur le terrain pour que la plupart des services publics s'engagent pour le diffuser à tous les usagers qui viendraient faire des documents. Que c'est un timbre, il faut le coller bien sur un papier. Donc on essaie d'enrôler tous les services publics pour que tout usager qui sera intéressé pour aider puisse apporter sa contribution. Très bien.
Élisée, un petit point. Moi, c'est juste une relance. Est-ce que le fait, je vais dire, cette baisse de regain d'intérêt de certains bailleurs pour accompagner le financement de la lutte contre le sida n'est pas dû au fait aussi que le taux de prévalence a suffisamment baissé dans le pays, de sorte qu'on se dit, bon, peut-être faut orienter les fonds vers d'autres programmes. Est-ce que ce n'est pas aussi ça un peu? Non, il n'y a pas vraiment de baisse. C'est les objectifs qui sont un peu plus importants. Parce que nous avons pris du retard dans l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, la stratégie, c'est d'accélérer, puisqu'on a pris du retard. Donc, ça demande beaucoup plus de ressources. Les bailleurs apportent les ressources quand même à un certain niveau. Ce n'est pas une baisse d'intérêt, c'est plutôt les objectifs qui nous demandent d'aller vraiment plus vite et donc de mobiliser beaucoup plus de ressources. Daouda? Bon, la question, parce qu'on parle de fonds et de pouvoir récolter ces fonds. Généralement, c'est que vous partez vers de grosses entreprises pour qu'ils puissent vous aider à donner ces fonds. Privé et public. Hein. Oui. Public. Et quand on sait que les entreprises, généralement, eux aussi, ils cherchent du bénéfice, qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement? Je pense que quand vous êtes sur le plateau, il faut les inciter à financer en leur disant qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement. Effectivement, disons déjà que les entreprises gagnent en termes de clients. Puisque une personne qui meurt, c'est un client de plusieurs entreprises qui part. C'est ça. Rien que pour le logement, pour la nourriture, pour les vêtements, voilà, c'est déjà une personne, c'est une vie qu'on gagne. Je peux dire, en 2010 et 2022, on a perdu 262 000 personnes. Donc, c'est 262 000 clients d'entreprises qui sont partis. Donc, c'est le premier niveau. Et sur le plan aussi, je peux dire économique, parce que c'est des acteurs économiques. Voilà. C'est aussi des employés des entreprises qui sont partis. De l'expérience qui a été perdue et qui, pour renouveler, va demander des années. Donc, les entreprises gagnent à plusieurs titres. Elles sont intéressées par votre plaidoyer? Beaucoup d'entre elles sont intéressées. Nous sommes en train de développer la plateforme pour qu'ensemble, la contribution puisse arriver à un niveau qui puisse satisfaire nos objectifs. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout intéressées par votre Oui, plaidoyer. parce qu'il faut dire qu'il y a la récession aussi pour certaines entreprises qui ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs financiers, donc on ne va pas leur en vouloir. Mais la responsabilité sociétale des entreprises est devenue une nouvelle approche. Donc beaucoup d'entreprises s'engagent et elles souhaitent aussi s'intéresser à la cause du VIH, mais pas que. Oui, Marius? Alors, si je me tiens aux chiffres que vous avez annoncés à l'entame de vos propos, quant au financement donc, de cette grosse pandémie, alors l'État, vous l'avez dit, finance à hauteur de 15% le budget annuel et les partenaires techniques et financiers à hauteur de 85% environ. Alors, si on s'en tient à cela, c'est que bon, la santé des Ivoiriens en matière de lutte contre le VIH est dévolue à l'extérieur. Oui, L'État est incapable de pouvoir assurer la santé des Ivoiriens? Pas incapable parce que ça s'est décidé déjà en 2001 au niveau de la conférence d'Abuja où les pays africains ont reconnu que le sida était une épidémie grave sur le continent, on va dire une pandémie. Mais en l'état actuel, si vous voulez atteindre des objectifs, ils n'étaient pas en mesure de financer. Donc tous les États africains ont appelé l'aide des pays développés. Donc il s'est mis en place le Fonds mondial qui accompagne la Côte d'Ivoire et les Américains ont pris des initiatives aussi pour accompagner. Donc, on est en 2001. Il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi est en période de récession économique. Donc, cet accompagnement s'est fait naturellement. Et ce n'est pas une dépendance forcément. C'est un point fort aussi pour nous. Aïcha? Vous avez parlé de plateforme. De quelle plateforme on parle? Puisque c'est dédié aussi aux particuliers, hein, votre fonds. Oui. Est-ce que les particuliers peuvent donner sur une plateforme en ligne, un système de crowdfunding peut-être? Comment est-ce que ça se passe? Effectivement. Il y a deux sortes de plateformes que nous sommes en train de développer. C'est surtout, il y a les dons déjà physiques hein, à partir des thèmes qu'ils peuvent prendre dans les services bientôt. Nous sommes en train de développer une plateforme électronique justement pour les dons en ligne parce qu'on voit que la population, il faut dire que notre population, 60% dans l'alphabet, ce n'est pas évident qu'on puisse manipuler de bout en bout. Donc c'est une plateforme ciblée quand même. Et puis pour les entreprises, c'est plutôt une plateforme avec la CECI, qui est la coalition des entreprises pour la lutte contre le sida, le paludisme et les autres endémies. Donc avec eux, on a cette plateforme avec laquelle on est en train de travailler aussi. Ça s'appelait comment? Non, on va dire que ça n'a pas de nom. C'est déjà une coalition des entreprises contre le sida. Donc nous sommes en partenariat déjà. On a déjà financé des projets même dans ce sens. Très bien. Est-ce que vous avez des projets justement pour, au cas où les fonds attendus ne rentrent pas, pour permettre à ce que les malades puissent avoir des antirétroviraux? Est-ce que vous avez des solutions avec la médecine intermédiaire, c'est-à-dire ces types de médecine qui se développent aujourd'hui? Je ne dirais pas la phytothérapie, par exemple. Est-ce que vous avez des solutions justement pour créer des médicaments pour les malades du sida? Alors, il y a de la recherche sur... il y a une direction du ministère qui s'occupe de la collaboration avec
les thérapeutes, on va dire les phytothérapeutes. Ils développent, mais pour l'instant, les seuls médicaments qu'on connaît qui ont montré l'efficacité certaine, c'est les antirétroviraux. Donc, il n'est pas question de les substituer par des médicaments. Tant que la recherche n'a pas encore abouti. La recherche n'a pas abouti. Maintenant, pour le financement des antirétroviraux, le ministre Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a proposé que cela puisse être intégré au panier de la CMU. Pour que les ARV soient gratuits, que toute personne porteuse du virus puisse avoir ces médicaments par le truchement de la CMU. C'est très bien lisé, justement. Ok. Moi, je voudrais savoir, tous ces fonds qui sont mobilisés chaque année pour lutter contre le sida, comment est reparti ce fonds? Alors, les bailleurs, on va dire nos partenaires, ils font déjà du ciblage, comme on dit, de l'allocation. D'accord. En fonction des objectifs, ils choisissent ceux qui les intéressent. Donc, on a 3 objectifs. C'est d'atteindre 0 décès en 2030. C'est très important, oui. 0 décès, 0 nouvelle infection en 2030 et 0 stigmatisation. Parce qu'on sait que la stigmatisation fait que les gens ont peur d'aller se dépister. C'est ça. Donc, pour cela, chaque bailleur a son champ de prédilection. Donc, il choisit ses interventions et il investit en fonction. Et nous, le Fonds national, on apporte le complément. Là où il n'y a pas de financement, nous apportons notre financement pour que ça puisse combler et compléter ce qui se passe. Mais il faut dire que c'est insuffisant ce que nous avons. Et vous avez dit, Daouda, je pense qu'on est dans les dernières minutes. Donc, concrètement, moi, aujourd'hui, comment nous autres, on fait pour vous aider? C'est une très bonne question. Ce qu'on souhaite, c'est que chaque fin de mois, vous puissiez faire un virement directement au Fonds national pour aider à financer l'achat des antirétroviraux. Le mois prochain, ça sera fait. Un virement, chacun le fait à sa discrétion. À partir du mois prochain. À partir du mois prochain. La plateforme électronique est en train d'être développée. Ça coûte combien de traitement, justement? Alors, le traitement, il est d'environ 80 000 francs, si je ne m'abuse, mais il faut des analyses. Oui, il faut des analyses complémentaires de vérification au niveau du foie, de la rate, et puis un certain nombre d'éléments. Donc, au total, on peut parler de 120 000 par mois. 120 000. On va jusqu'à 150 000 peut-être. Oui, peut-être. Pour ceux qui veulent soutenir le fonds. Marius, un dernier mot? Oui, en tout cas, au niveau national, à ce jour, après toutes ces années de lutte, quels sont les chiffres Les chiffres sont très, très bons. En 2005, on était à 4,6%, c'est-à-dire pratiquement 5 personnes sur 100 infectées. En 2010, on est passé à 3 à 4 personnes sur 100. 2015, à 3 personnes sur 100. En 2020, on était à 3 personnes encore sur 100. Là, nous sommes à 2 personnes sur 100. Donc, on a bien avancé. On était à 40 000 morts par an. Aujourd'hui, on a 8 900 morts par an. Donc, on est en train d'aller vers la fin du sida. Bravo. Bravo. Juste en attendant en attendant que la plateforme, justement, soit mise sur pied, j'ai envie de faire une bonne action, c'est la fin d'année. Où est-ce que je donne? Voilà, alors, vous pouvez vous rendre sur le site du Fonds national de lutte contre le sida, qui est en ligne. Vous mettez FNLS. Vous êtes sur le site. C'est trop rapide. FNLS, Fonds national de lutte contre le sida. Voilà, il est disponible. Vous pouvez avoir les informations. Puis appeler. Pour le virement et tout ça. Voilà, appelez. Et nous, je suis le sous-directeur de la modulation des ressources. On viendra vers vous. À quel numéro? Voilà. Je n'ai pas en mémoire. Il y a 3 numéros. Ok. C'est pas grave. Donc, déjà, vous avez dit le FNLS. Facebook, voilà. Super. Vous avez une page Facebook où vous pouvez aller avoir les informations. Très bien. Donc, déjà, on retient que le traitement pour un malade qui prend des antirétroviraux, c'est d'abord de 80 000, plus ces analyses subsidiaires à côté, on peut se retrouver à 120 000 voilà, par mois. Et si vous êtes touché, vous voulez soutenir donc le fonds pour aider un malade, n'hésitez pas donc à taper le FNLS sur les différents réseaux, les différentes plateformes digitales, et puis vous avez toutes les informations nécessaires. Écoutez, les amis, notre émission donc tire à sa fin. Merci d'être venus. Aïcha Crépi, merci Christelle, Élisée Boloubeux. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! You guys are crazy, guys! Joyeux anniversaire, Christelle! Oh, Joyeux anniversaire! Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Personne ne peut oublier. C'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour.
se retrouve demain. À demain. Il faut danser, faut crier.